Du coup, ça veut dire que ça fait 5 minutes que je parle et qu'il se passe rien. On en est là. Bonjour. Bienvenue dans On se couchera moins con et demain on vérifiera savoir si on a le retour du son. Oh, alors attends. Gambas Stunning Avocado. Est-ce que tu as fait récemment un changement de pseudo? Est-ce qu'il y a un lien? Oh, bon vendredi à tous, Vince. Un renommage, oui. Oh. Est-ce qu'il y a un lien avec la période de l'année à laquelle on est ou pas? Est-ce que tu veux expliquer? Comment ça va, Vince? Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi? Moi, ce midi, en ce moment, j'ai envie de manger du saumon et des avocats. Tu sais, petits tartares de saumon, des petits avocats. Et en fait, là, je l'ai fait en version asiatique du fuku. J'ai fait des avocats marinés avec de l'ail, un petit peu de piment, de la sauce soja et des petits oignons, tu sais, coupés en très très fines lamelles. Oh, merci. C'est vrai que j'ai pas pensé au café. Et donc j'ai fait ça, ça a fait quelque chose de très frais et ça rend les avocats moins fades parce que tout seul je trouve que c'est fade l'avocat. Et donc du coup ça fait ça et après j'ai fait un petit tartare de saumon à côté. Et pour ceux qui n'ont pas mangé, bienvenue, bon courage. Et mes pseudos ont tous des références à la nourriture, c'est extraordinaire. Le nom, mais tu sais que le nom ici sur ce live est totalement accepté. Quand je pose la question, si tu veux pas en parler, t'en parles pas. Enfin, quand je dis ça, c'est une vraie réponse, c'est pas une injonction de, c'est un vrai. Si tu me dis j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler. Smithy, c'était mignon de porc et champignons. Moi, j'adore l'avocat, mais tout seul, je trouve que ça manque quelque chose. Moi, j'ai des recettes d'avocat sucré, de crème à l'avocat. Je sais pas si tu as goûté sucré. La crème à l'avocat qui est sucrée avec de la vanille, je crois que c'est au Mexique où ils ont tendance à manger les avocats un petit peu sucrés. Et putain, je surkiffe ça, mais pas tout seul. Et donc là, en fait, je sais pas si tu as goûté. Alors, sucré, c'est super bon. Tu mélanges de l'avocat avec du sucre, de la crème liquide, parce que forcément, voilà, tu peux mettre de la chantilly et de la vanille, c'est à tomber par terre, et tu peux rajouter des petites framboises. Ça te fait l'équivalent, en fait, de ta base, comme si tu voulais te faire un tiramisu. C'est à tomber par terre. Vraiment. Habitude de manger ça avec des crevettes. Oh là là, ça doit être trop bon. Ça doit être trop, trop bon. Comment ça s'appelle? Michael. C'est Michael qui mange beaucoup, vu il habite à côté de la mer, qui mange beaucoup de produits de la mer et à chaque fois, il me donne tellement envie. C'est un truc de dingue. Alors, que je regarde pour les langages informatiques. Parce que ce matin, je me suis réveillée et je vous avais dit, quand je fais les lives, à chaque fois, je suis en mode, ok, je suis en train de réfléchir, je suis en train de réfléchir, je suis en train de réfléchir. Et tu sais, il y a des trucs qui se mettent. Je sais pas pourquoi. Ce matin, je me suis réveillée. Vous voyez le tableau, tout ce qui est les niveaux de l'enfer sur l'enfer de Dante, tu sais, les différents niveaux. Ça m'a fait penser à ça, aux différents niveaux de langage informatique, sur les hauts niveaux et les bas niveaux. Et je me suis dit, ouais, tu vas peut-être trop loin dans tes pensées. Tu vas peut-être beaucoup trop loin dans tes pensées. Tu te détends. Et tu vas revérifier. J'ai jamais eu l'occasion de goûter en plat sucré. Et bah si tu veux, le jour où il fait moins chaud, parce qu'on s'est vraiment questionné avec le modo, en fait j'ai changé de manière de cuisiner et on s'est rendu compte qu'en fait je supportais pas être dans la cuisine tellement il faisait chaud. Tu vois, c'est vraiment la chaleur. Il fait très très chaud parce que là où moi je fais mes lives, c'est là en fait on a utilisé frigo et congélateur comme plan de travail vu que l'appart est tout petit. Et en fait je suis au niveau des résistances pour évacuer la chaleur et en fait je ne tiens pas du tout, je tiens pas 5 minutes. Mais si tu veux, je m'organise, je vérifie que ce soit bien un vendredi, un jour où tu streames pas, ou alors que tu streames un petit peu plus tard et puis après je te balance le raid. Mais en gros, ce serait premier live où tu es là, on se fait la recette sucrée d'avocat. C'est improbable en fait comme fonctionnement, mais en vrai, c'est super cool. Oh, merci pour le follow, Scorpion. Merci pour le follow. Pardon, j'ai du mal à lire. C'est loin, c'est loin, je vieillis. Oh les gars, je crois qu'on est à 3 followers des 500. Je crois qu'on est bientôt. Mais ouais, en recette sucrée. Et t'as déjà goûté l'avocat mariné? Tu sais, ça me fait penser à on est à 3 followers. Faut que mais je crois que je l'avais déjà raconté en live.
En gros, c'était mon compte Instagram à l'époque où il était au départ, tu sais, au départ de l'école. L'école était ouverte depuis 2 ans à peu près. Et en fait, je m'étais mise sur Instagram parce que avant, j'avais un petit compte, mais j'avais 200 ou 300 followers. Et en fait, je voulais pas spécialement le développer. Sauf que quand il y a eu l'école, bah, en fait, les choses ont été complètement euh, différentes. Et j'ai fait la soirée de Noël. C'était la soirée de Noël, c'était la deuxième ou la troisième année. Et là, j'étais en mode, je fais, les filles, je suis à 1997. Et tu sais, et je leur ai dit en rigolant, j'ai fait, les meufs, vous me sortez tous vos comptes Instagram de stalk et vous me suivez mon compte. Du coup, ça a fait exploser de rire tout le monde. Mais genre, j'en ai eu une trentaine. J'avais une des élèves qui avait un compte pour sa corgi en disant, attends, j'ai me follower. C'était extraordinaire. Ça m'a fait mourir de rire. C'était trop cool. Bon, notre fameux langage informatique. En gros, c'est le fameux Do you speak langage informatique. Non, mais c'est à mourir de rire. Et mon avocat mariné, non, je connais pas. Et bah, je pense que ça va beaucoup te plaire. Si tu surkiffes l'avocat et si t'adores, euh, tu prends ton avocat, tu mets juste de la sauce soja, tu mets des oignons coupés en très très fines lamelles, de l'ail coupé pareil en tout petit bâtonnet, vraiment tout petit. Tu mets du piment, mais seulement si t'as envie. Et ensuite, tu le mets au niveau de ton avocat. Donc, pour un avocat entier, je pense qu'il te faut 3 cuillères à soupe de sauce soja. Tu rajoutes de l'eau. Si t'aimes l'acidité, tu peux mettre un tout petit peu de vinaigre de riz ou de mirin ou de trucs comme ça. Mais en gros, juste ta sauce soja, de l'ail, de l'oignon, un petit peu d'eau. Tu le mets dans un... Moi, je les mets souvent dans les sachets congélation pour qu'il y ait de la marinade de partout. Tu le laisses mariner pendant bien 2 heures. Et franchement, mais tu m'en diras des nouvelles, c'est à tomber par terre. Donc, le langage machine. Alors, attendez, il faut que je mette le micro à un endroit, hop, où je peux voir et en même temps que j'ai les jambes qui soient collées à ma glaciote. Ok, je suis sur le site comment ça marche.net. Le langage informatique et compilation. On appelle langage informatique un langage destiné à décrire l'ensemble des actions consécutives qu'un ordinateur doit exécuter. Le langage informatique, c'est ainsi une façon de pratiquer pour nous, humains, de donner des instructions à un ordinateur. A contrario, le terme langage naturel représente les possibilités d'expression partagées par un groupe d'individus, comme l'anglais ou le français. C'est noté. Tu vas voir, c'est trop bon. C'est ce que j'ai fait. Je pense que je vais faire ça toute la semaine. J'ai 4 avocats, donc au moins pendant les 4 prochains repas. Le langage machine, donc le langage utilisé par le processeur, est appelé langage machine. Il s'agit des données telles quelles qui arrivent au processeur constituées d'une suite de 0 et de 1, les données binaires. Le langage machine n'est ainsi pas compréhensible par l'être humain. C'est pourquoi les langages intermédiaires compréhensibles par l'homme ont été mis au point. Le code écrit dans ce type de langage... Le code écrit dans ce type de langage est transformé en langage machine pour être exploitable par le processeur. L'assembleur est le premier langage informatique qui ait été utilisé. Merci beaucoup. Merci. Celui-ci est très proche du langage machine, mais reste compréhensible pour des développeurs. Toutefois, un tel langage est tellement proche du langage machine qu'il dépend étroitement du type de processeur utilisé. Chaque type de processeur peut avoir son propre langage machine. Ainsi, un programme développé pour une machine ne pourra être porté par un autre type de machine. Le terme portabilité désigne l'aptitude d'un programme informatique à être utilisé sur des machines de types différents. Pour pouvoir utiliser un programme informatique écrit en assembleur sur un autre type de machine, il sera parfois nécessaire de réécrire entièrement le programme. J'aime bien ce site, c'est clair. Oh, l'assembleur, c'était trop bien. Et coucou, bonjour Kazemao. Alors, dis ça à Malf. Je crois qu'il a des PTSD quand on parle d'assembleur. C'était ça? Ouais, c'était ça. Oui. Trop bien, non, oui. Pardon, j'ai fait ma petite minute blonde. Mais oui, mais moi je découvre une suite de 0 et de 1. Est-ce que tu as suivi un petit peu ce que j'ai dit ou pas du tout? Non, tu pouvais pas? Ok. En fait, là, j'ai trouvé, c'est le site, c'est comment ça marche.net. Je trouve ça assez cool. Il était très bien expliqué en fait. Et du coup, c'était, t'as différents types de langages. Le premier langage machine qui est, enfin, en plusieurs types, pardon, on va préciser, de langage informatique. Et le premier niveau
bah, c'est le langage machine, c'est le processeur en fait, c'est la seule chose qu'il comprend. Et le niveau d'après, c'est l'assembleur. Et l'assembleur, en fait, il est très proche du processeur. Et ce qu'ils expliquaient, et c'est là qu'ils ont commencé à parler de portabilité, ce dont on n'a pas du tout parlé hier, c'est que en gros, ton langage machine, il est propre à un type de processeur. Et t'as pas forcément le même type de langage en termes de processeur. Et donc, ça veut dire qu'en fonction du processeur que tu vas avoir, aussi bien, tu es obligé de réécrire complètement ton truc. Des fois, tu as une portabilité qui peut se faire, mais des fois, non. C'est ça, j'ai compris. C'est trop cool. Et donc, je comparais les niveaux de langage machine, un petit peu comme l'enfer de Dante, où tu as différents étages. Et ce matin, c'est à ça que je pense. Je suis désolée, les comparaisons, mon cerveau, il a fait ça. Tu vois, là, mais moi, j'ai une vieille image, on va aller la regarder sur Internet. J'ai une image où, en fait, tu as les niveaux de l'enfer qui sont différents étages. C'est une espèce de toile un petit peu marron. Ouais, je vais jusque-là. Hop. Bonjour, Niette. Ensuite, le C1. Va falloir que tu m'expliques. Quand base va pas. Le langage C. Ah, le C++. Le C, plus 3, 4, C, dièse. Ok, c'est ça que je veux savoir en fait. Quels sont les différents niveaux d'enfer? Ce sera des niveaux ensuite. Je crois que c'est tout. Ah, du même. Un niveau, c'est juste des langages différents, mais qui sont. D'accord, parce qu'on avait vu hier qu'on avait une liste mais monstrueuse de types de langage. L'approche de l'informatique en comparaison avec l'enfer de Dante, ça en dit long. C'est une bonne analogie en vrai. Mais des fois, je te fais. Mais oui, mais non, mais. Dis-toi que en lecture de chevet, j'ai ça. Attends. J'ai les 3 minutes, tu vois, pour comprendre les théories de la physique quantique. Et du coup, le Momodo, il m'a envoyé aussi une vidéo d'un mec qui vulgarise vachement, qui est extraordinaire. Donc, je le découpe, hein, franchement. Euh, et dans les comparaisons, le peu que j'ai lu, et du coup, je suis pas sûre d'avoir compris, du peu que j'ai lu de la physique quantique, c'est qu'en fait, la représentation de l'atome comme un système solaire, ça ne fonctionne pas. C'est pas possible qu'il y ait des choses qui tournent. En gros, tes atomes, ça fonctionne en escadrille. Et après, j'étais en mode, mais oui, mais ça fonctionnerait quand même parce qu'il y a un machin. Et là, j'étais en mode, mais en fait, un atome, c'est rien de plus que toi avec les gens qui sont autour de toi et ton degré d'intimité et de proximité avec eux. En gros, la personne, elle va passer successivement des couches d'un oignon et elle sera à un endroit. Elle peut pas tourner autour de toi. Si elle tourne autour de toi, elle va finir par s'écraser sur toi. Tu vois ce qui se passe dans ma tête? Voilà, donc on est bien sur l'informatique. T'es fatiguée de ce matin? En fait, ce matin, ouais, je suis assez fatiguée. Ça m'a pas donné, tu vois, le live de Paul. J'ai pas non plus. J'ai fait des trucs qui étaient quand même assez cool, mais j'étais pas au top de ma forme parce que juste avant, on est allé à la salle de sport et on a fait un gros entraînement qui a duré 25 minutes où il fallait marcher aussi avec des charges lourdes. En fait, en gros, on a beaucoup travaillé le grip des avant-bras et ça m'a tué. Le C est un langage bas niveau qui regroupe des milliards d'applications un peu partout autour de nous et le C++, c'est la version évoluée plus structurée qui est sortie ensuite. Ok, là je pense que tu es en train de me spoiler ce qui va se passer dans 2 minutes, mais je crois que j'ai compris. Probable que Twitch soit en partie codé en C. Ce qu'on discutait dans la voiture en rentrant de la piscine hier avec le modo, c'est qu'il me disait que les banques étaient codées en Gobol. Gobol, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, Cobalt, un des premiers langages que j'ai vu, qui était un des 3 premiers langages de code, je crois. Mais du coup, j'ai pas envie de. Attends, on s'organise. Cobol, ok. Oui, Cobol, langage obsolète, mais tellement vieux que personne ne veut le changer pour des raisons de sécurité. Mais tu sais que pour des raisons de sécurité, c'était quoi? C'était quand on a passé la. Quand on était à l'aéroport. L'aéroport, ils sont sur Windows XP, je crois. Oui, c'est ça, ils sont sur XP. Et là, t'as envie de dire, attends, ils font nos scanners et nos machins sur du XP? On en est là? Bref, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je réalise que je suis en train de savoir de quoi on parle et en fait, ça me touche et ça me fait très, très plaisir. Du coup, je suis trop contente. C'est trop bien. Alors, donc, on est sur le langage machine. Je continue. On est toujours donc sur le site de commentsamarche.net. On va voir aussi si les Novo, il nous dit hier le site qui était le plus clair et le plus
comment on dit, intelligible, compréhensible pour moi. C'était le site de Lenovo. Lenovo qui expliquait les différents degrés de langage machine. Twitch codé en Géo et en Python. Mais on va y arriver au Python. Et ce matin, j'étais en train de raconter le live d'hier à la pote avec qui on s'entraîne comme si c'était un potin. Et alors là, il s'est passé ça. Et puis un tel, il m'a répondu ça. Et elle fait ah, coder en Python. Je sais pas ce qu'il y a avec le Python là. Tout le monde en parle. On dit que c'est l'enfer. On continue. Et pardon, la nourriture, j'ai vu ton message. J'ai juste oublié tes réponses. T'es fatiguée? Mais oui, c'est bon. C'est bon, j'y ai répondu. Oui, c'est bon. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que j'ai fait mon entraînement. Excusez-moi. Hein? Ouais, c'est bon, j'ai répondu. Non, j'ai juste eu un doute parce que j'ai vu le message monter. J'ai fait ah, est-ce que j'ai répondu? On dit go. D'accord. Codé go. Coucou Vegeta. Bienvenue sur. C'est ton premier live. C'était ton premier live de Paul ce matin. Là, c'est le premier sur On se couchera moins con. Ou t'étais déjà venu? Vegeta est un viewer de Expédition 33. Expédition 33, on se le fait ce soir. On le termine. Et si je le mets comme ça, je suis pas mal. Ok. Donc. Langage impératif et fonctionnel. On distingue habituellement deux grandes familles de langages de programmation selon la manière de laquelle les instructions sont traitées. Le langage impératif et le langage fonctionnel. Pour l'impératif, un langage impératif organise le programme sous forme d'une série d'instructions regroupées par blocs et comprenant des sauts conditionnels permettant de revenir à un bloc d'instructions si la condition est réalisée. Il s'agit historiquement des premiers langages, même si de nombreux langages modernes utilisent toujours ce principe de fonctionnement. Les langages impératifs structurés souffrent néanmoins d'un manque de souplesse étant donné le caractère séquentiel des instructions. Si je prends une comparaison, Modo, est-ce que tu es au milieu d'un truc ou pas? Je peux te résumer ce que j'ai compris? Ouais? N'hésite pas à me dire si tu es au milieu d'un truc, hein, vraiment. Ok. Moi, quand j'entends t'as un langage, t'as une série d'instructions regroupées par bloc, et ça comprend des sauts conditionnels qui permettent de revenir à un bloc, à un autre bloc d'instructions, si la condition est réalisée, pour moi, c'est comme la cuisine. Ça veut dire que tu as un premier bloc qui te dit maintenant tu fais ta pâte à crêpes. Une fois que ta pâte à crêpes est terminée, si tu as réuni la condition que bah ok, c'est bon, tout est fait, là à ce moment-là, tu as le droit de réaliser le bloc cuisson des crêpes. C'est ça? Ok. Pour comprendre la différence. Ok, l'autre type, un langage fonctionnel, parfois appelé langage procédural, est un langage dans lequel le programme est construit par fonction, retrouvant un nouvel état de sortie et prenant en entrée la sortie d'autres fonctions. Lorsque la fonction s'appelle elle-même, on parle alors de récursivité. Attends, je vais la relire. Je vais vraiment la relire. Langage fonctionnel. Un langage fonctionnel, parfois non, est un langage dans lequel le programme est construit par fonction, retournant un nouvel état en sortie et prenant en entrée la sortie d'autres fonctions. Lorsque la fonction s'appelle elle-même. Je peux pas dire que c'est du linéaire. Attends, je vais demander, je vais essayer de voir si j'ai une langage fonctionnel informatique. Bonne analogie, hein. Premier aussi, eh ben écoute, bienvenue Vegeta. Enfin, on se connaît sur Expédition 33. En gros, on prend n'importe quelle notion et on creuse dedans pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là, on est sur la partie informatique. On a eu... qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les lames damassées, on a eu comment on fait pour forger, l'époque du bronze. On est parti de l'informatique sur comment créer l'électricité statique. On a passé par le binaire pour les... On creuse. Et là, on est clairement sur le langage informatique. On a fait tout le hardware et tous les trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'un langage fonctionnel? Un langage fonctionnel... Attends. Est un langage de programmation dont la syntaxe et les caractéristiques encouragent la programmation fonctionnelle. Tu te fous de moi? On dirait, moi, quand j'avais 8 ans et que j'ouvrais le dictionnaire, et on est d'accord, on a tous ce souvenir-là. Le intelligemment, qui se dit
Intelligent. Oh waouh, merci. Merci. Oh là là, cette définition tellement elle m'a. Waouh. Ok. Oh, la programmation fonctionnelle est un paradigme de programmation de type déclaratif qui considère le calcul en tant qu'évaluation de fonctions mathématiques. Les paradigmes, on a commencé à y toucher à peine hier, j'ai dit c'est mort, c'est trop avancé pour moi, on le verra plus tard. Ok, allez, on va demander chat GPT. Je veux pas créer une image. Est-ce que tu peux me simplifier et m'expliquer le langage fonctionnel en informatique par rapport à la différence entre le langage impératif et le langage fonctionnel? La définition du langage fonctionnel, en vrai, j'ai un peu de mal à percuter. Alors, la différence est plus simple qu'elle n'en a l'air. On peut résumer ça à une question. Est-ce que tu dis à l'ordinateur comment faire les choses ou est-ce que tu lui dis simplement ce que tu veux obtenir? Ah, bah c'est ça les différents niveaux de langage en fait. Le langage fonctionnel, voilà le problème, trouve le résultat. Au lieu de décrire toutes les étapes, tu combines des fonctions. Le même exemple pourrait ressembler, donc tu fais une somme avec une liste, tu t'occupes plus de la boucle, tu dis simplement je veux la somme de cette liste. C'est le nombre, c'est le rôle de la fonction de faire le travail. Et à l'inverse du langage impératif où tu vas dire fais-moi la somme de tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, le total qui se rajoute à telle somme. Le langage fonctionnel, c'est prendre et dire ok, bah prends toute cette liste et donne-moi le résultat. Moi, je le comprends comme ça. Pour le fonctionnel, donc il me sort en analogie. L'analogie pour l'impératif, donc la problématique, donc l'analogie, c'est imagine que tu veuilles aller à Paris, en impératif. Tu dois expliquer chaque action. Tu sors de chez toi, tu tournes à droite, tu marches 300 mètres, tu prends le métro, tu changes de station. Tu dois donner toutes les instructions en langage impératif. Par contre, quand tu es sur un langage fonctionnel, tu dis simplement « emmène-moi à Paris ». Et c'est le GPS qui décide des étapes. Oh, ok. Et pourquoi ça s'appelle fonctionnel? Parce que ça tourne autour des fonctions. Une fonction, c'est une machine, une entrée qui va vers un traitement, qui va vers une sortie. Ok. Et il donne un exemple. Il met carré et entre parenthèses 4 et ça donne 16. La fonction reçoit une valeur et renvoie une nouvelle valeur. Elle ne modifie rien d'autre. Et à l'inverse, en impératif, ils aiment modifier les variables. Donc x égale 3, x égale x plus 1. Maintenant, x vaut 4. Ah ok, c'est bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Et il me met en résumé. L'impératif décrit les étapes, le fonctionnel décrit le résultat attendu. Impératif, il modifie les variables. En fonctionnel, il évite de modifier des données. En impératif, on utilise beaucoup de boucles. Et en fonctionnel, on utilise surtout des fonctions. Et en impératif, on se concentre sur le comment. Et en fonctionnel, on se concentre sur le quoi. Ok. Mais alors du coup, le langage fonctionnel, c'est un niveau différent de langage informatique? Non, pas forcément. Le modo est en train de prendre le micro. Non, pas forcément. C'est vraiment une façon d'écrire et c'est comment le langage a été créé. Mais je pense que tu peux retrouver les deux types de langage sur le même niveau de programmation. C'est vraiment juste comment le langage a été créé et je pense que un langage impératif va peut-être être bon pour un certain domaine et un langage fonctionnel peut-être pour d'autres domaines. Après, peut-être que tu retrouves plus d'impératifs plus bas, parce que plus simple à comprendre, et du fonctionnel un peu plus haut, mais je pense que tu peux retrouver de l'impératif sur du haut niveau aussi. Ouh, pardon pour le bruit. Et donc ça veut dire que ça va dépendre du style d'écriture du programmeur et tu peux repérer le style d'un programmeur qui a programmé en fonction de son style, un petit peu comme un style d'écriture.
Ah oui, Ok, ça je pense ouais. que, les habitués, des programmeurs qui se connaissent et qui ont l'habitude de développer ensemble, ils savent très bien qui a développé quel bloc, de la façon dont c'est écrit, de la façon dont ça a été fait. Ils sont capables de trouver qui a fait un programme, Ils quand ils se sont... connaissent, je pense. Ok. Les différents types de langages n'ont pas les mêmes utilités et sont pas vraiment interchangeables en fait. Pour moi, en fait, là, quand on voyait ce qu'on a vu hier, de ce que j'ai compris, tu as différents niveaux de langage, tu as différents niveaux de langage informatique, et donc du coup, tu as le haut niveau tel que Java, tu as le bas niveau qui sont proches de la machine comme les assembleurs, où là, on est plus en train de discuter avec le processeur et la mémoire, et que en fonction de ces niveaux, tu vas pas leur demander la même chose, tu vas pas leur parler de la même manière. Mais quand je vois langage fonctionnel et langage impératif, avec le peu d'informations que j'ai eues, pour moi, un langage impératif va plus être utilisé sur du bas niveau et le langage fonctionnel un petit peu plus quand même sur le haut niveau, et l'entre-deux pourrait prendre les deux choses. Il va falloir que je creuse. Ok. Et recoucou Darker. Je vais voir. On va retourner sur les différents niveaux de langage. Peut-être que j'aurai plus d'informations si vous n'avez pas si vous n'avez pas l'info dans le chat. Ok. Est-ce que... Ok, donc là j'ai retrouvé la page de Lenovo. Est-ce que j'ai une image ou pas? Quand je tape sur Google, ça me met 3 niveaux. Donc c'est-à-dire, le langage machine, c'est le niveau le plus bas. On a ensuite le langage d'assemblage ou assembleur, où on est sur du bas niveau. Donc, tout en bas, le langage machine. Un petit peu au-dessus, l'assembleur. Donc l'assembleur qui traduit le code machine en abréviation textuelle compréhensible. Ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on a les langages de haut niveau. Niveau supérieur, donc, qui sont des langages proches du langage humain et indépendants du matériel informatique. En caractéristique, il nécessite d'être traduit par un compilateur ou un interpréteur pour devenir un code machine, comme un traducteur. Et donc c'est là, en niveau intermédiaire, proche du système, on a le C ou le C++. Ah, ça y est, on y est. Ça y est, madame, elle fait les liens. On a le C ou le C++ qui offre un bon contrôle de la mémoire. Le haut niveau général, le Java et le C dièse. Et le très haut niveau, on a Python ou JavaScript. Très lisible, axé sur une productivité ou sur le web. On n'a pas encore vu comment naissait Internet. Je pense qu'on va pas tarder à y aller. Ok. Est-ce que j'ai des images par rapport à ça? Ok. J'ai matériel, langage machine, langage assembleur, langage de haut niveau. Et ah bah je suis pas d'accord. Parce qu'au même niveau, ça me met C, C++, Java et PHP. PHP, c'est quoi? C'est Python? PHP, c'est quoi? Attendez, faut que je regarde. On dit C Sharp pour le C dièse. Ok, merci. C Sharp. Ok. Je suis en train de coder un bot Twitch en essayant de le rendre utilisable par des gens qui ne savent pas coder. Mais c'est trop cool ça. C Sharp. Ok. PHP. Ok, PHP, c'est PHP. C'est un langage pour les sites web en gros. Donc du coup, PHP, c'est pas Python. Là, la petite, la petite chose que je viens de lire, en fait, ça te fait une espèce de petit étage, rentre en conflit avec ce que j'ai lu précédemment, où il disait que C++, c'était un langage un petit peu intermédiaire,
qui était juste après l'assembleur, et que après on avait C# avec Python et visiblement PHP et Java, pardon. À partir de quel moment on a besoin d'un traducteur? Attends. Enfin, d'un traducteur. D'un compilateur ou d'un interpréteur? D'un langage serveur, le PHP, d'accord. Et toi, tu bosses en Java. Ok. Ok. Et donc, du coup, tu vas coder. Ça veut dire que tu vas coder. Tu vas coder dans une certaine langue. Si je fais une analogie, tu vas avoir une langue, des règles, une syntaxe, une grammaire. Et donc, du coup, tu vas utiliser ce langage-là quand tu vas coder. Donc, ça veut dire que si tu passes de Java à Python, la syntaxe est différente. Un petit peu comme si tu passais, alors je dis pas pour Java et pour Python, on est d'accord, mais entre deux qui seraient entre guillemets du même niveau, c'est-à-dire sur du codage de haut niveau, ça veut dire que tu serais sur le même alphabet. Si je reprends l'analogie de la langue, tu serais sur le même alphabet, tu serais un petit peu entre l'espagnol et le français. Tu as une racine qui est commune. Dans la réalité, la syntaxe, c'est pas tout à fait la même. Tu peux comprendre certains trucs, tu peux reconnaître et savoir que t'es pas sur la bonne langue, mais dans l'absolu, tu parles pas tout à fait pareil. Vocabulaire, syntaxe, grammaire différents d'un langage dans l'autre. Oui, donc ça veut dire que c'est ce que je viens de... Ça veut dire que je dis pas des conneries? Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est pas trop mal comme... Évidemment, on y va tout doux sur les analogies, parce que... parce qu'il faut pas se faire enfermer dans une analogie. Alors, j'ai le site Liora qui dit le langage informatique, le guide pour tout comprendre. Forcément, j'ai cliqué dessus. Après, certains langages, même l'alphabet change en fait. Oui, c'est pour ça que j'aime bien l'analogie de la langue, parce que tu peux passer sur un truc avec les langues latines ou passer sur un alphabet cyrillique ou des choses avec des symboles. Et donc, je vois. Alors, c'est quoi Liora? Attends, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise? C'est une... on dirait une pub. Ça parle de réseau. J'essaye de savoir à peu près. Ah, Calliope, ils ont passé le même audit que moi pour les formations pro. Oui, grand moment pour parce que mon école, mon entreprise, je forme en fait des gens qui veulent enseigner. Et du coup, j'ai dû passer l'audit Calliope. Ça a été rude, mais je l'ai eu du premier coup. Donc, qui sommes-nous? C'est une entreprise ou pas? Le data scientist. Bon, je vais lire et puis on va voir ce que ça va donner. Je sais pas trop si c'est un site qui est fiable, on va voir. Ok. Donc, qu'est-ce qu'un langage informatique? Un langage informatique est un système de communication entre l'humain et l'ordinateur, conçu pour donner des instructions à la machine. Les langages informatiques permettent de formuler des algorithmes qui sont ensuite exécutés par l'ordinateur. Chaque langage a sa propre syntaxe, règles de structure et sémantique, signification des instructions, qui doivent être respectées pour que le programme fonctionne correctement. Pourquoi les langages informatiques sont-ils importants? Les langages informatiques sont au cœur de toutes les applications modernes et ont une multitude d'applications dans des domaines aussi variés que le développement de logiciels. Chaque programme ou application que nous utilisons quotidiennement repose sur un langage informatique. L'automatisation des processus, c'est des scripts qui peuvent être créés pour automatiser des tâches répétitives, rendant le système plus efficace. L'intelligence artificielle et la science des données. Le langage comme Python
et R sont utilisés pour le traitement des données et l'entraînement des modèles d'apprentissage automatique. La communication avec le matériel informatique, les langages permettent aux programmeurs d'écrire des instructions que les ordinateurs, les serveurs et autres équipements peuvent comprendre et exécuter. Les langages informatiques peuvent être classés en 3 grandes catégories. Les langages de bas niveau, les hauts niveaux et les langages script. Ah, on vient de me rajouter une notion. En fait, compilateur-interpréteur, ça dépend pas du langage en soi, mais de comment on l'exécute. Certains langages ont l'un ou l'autre, ou même les deux. Ah, parce qu'il y a une différence entre interpréteur et compilateur? Pour moi, compilateur-interpréteur, c'est ceux qui sont de haut niveau, qui ont besoin de ça pour pouvoir rendre leur instruction, entre guillemets, plus accessible et plus lisible pour la machine. Et là, tu es en train de me dire que compilateur et interpréteur, ça dépend pas du langage en soi, mais de comment on l'exécute. Et que certains ont l'un ou l'autre. Quand je pose la question, la différence entre l'interpréteur et le compilateur, quand je vais sur le site Ionos, il convient d'observer 2 choses lorsqu'on choisit un langage de programmation. D'une part, ce langage doit offrir tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet logiciel prévu. D'autre part, la programmation et la mise en œuvre de ce projet doivent être aussi simples que possible. Dans ce cadre, la bonne lisibilité et la simplicité du code sont des atouts décisifs, car ces caractéristiques simplifient non seulement l'apprentissage du code, mais aussi l'utilisation quotidienne d'un langage de programmation. Pour que les instructions d'un programme écrit puissent être comprises par un ordinateur ou un processeur, le code source des langages de programmation modernes doit tout d'abord être transporté dans une forme lisible par la machine. Selon le langage de programmation, cette opération est effectuée par un compilateur ou un interpréteur. Mais à quoi correspondent ces 2 outils exactement? Ok, donc il y a vraiment une différence. Claude Code, c'est de l'IA? D'accord. Bah après, tout dépend si son kiff c'est le résultat final ou si c'est le chemin. Si c'est le chemin, Claude, ça va pas être utile. Mais si c'est le résultat final, ça peut être pas mal. C'est toujours la même chose. Il y a des gens qui kiffent la route et il y en a d'autres qui aiment bien le but. Non, vous n'êtes pas d'accord? En fait, ça dépend. Regarde, moi je compare les langages informatiques au niveau de au degré de l'enfer de Dante. Ah d'ailleurs, elle ressemble à quoi le... Merde, ça m'a mis sur une pub. Attends. Hop. Ouais, j'avais bien ça en tête, la Divine Comédie. Ok, on dit l'enfer de Dante parce qu'il s'agit de la première partie, intitulée Inferno de la Divine Comédie, écrit par Dante entre 1308 et 1321. En gros, t'as une pyramide inversée, mais t'as ça aussi, attends, pour les enfers. Eh, je suis désolée, ça reste quand même une belle analogie, hein. Sortie on ne sait pas où, mais ça reste une belle analogie, une belle analogie. Oh là là, oh, c'était dur à prononcer. Je vais boire du café, moi. J'aime faire par moi-même, j'aime le codage en lui-même. Ah, c'est ça que je me disais. Ça dépend des gens, c'est vraiment sans jugement. Il y en a qui vont vraiment kiffer la finalité, il y en a qui vont qui font kiffer le voyage. Je le vois avec mes élèves. Ça dépend et il n'y a pas plus l'un que l'autre. Très personnel. Et en fonction des sujets, ça change entre chaque personne. Genre par exemple, Darker, il pourrait surkiffer le chemin sur la partie codage et
Sur d'autres trucs, d'être en mode, vas-y, prédigère-moi le résultat là parce que ça me pète les couilles. Donc, je ne peux pas aller là-dessus. Je pense pour les enfers, on laisse tomber. Et donc l'interpréteur. On est sur le langage informatique, on est bon. Là, on est bon. Et là, on est bon. Qu'est-ce qu'un interpréteur? Un interpréteur, c'est un programme informatique qui traite le code source d'un projet logiciel pendant son fonctionnement, c'est-à-dire pendant son exécution. Il joue le rôle d'interface entre le projet et le processeur. Dans ce cadre, un interpréteur procède toujours ligne de code par ligne de code. Ok. Donc, l'interpréteur y procède ligne de code par ligne de code, de façon à ce que les différentes instructions soient lues, analysées et préparées pour le processeur dans l'ordre. Ce principe s'applique également aux instructions récurrentes, qui sont à chaque fois réexécutées lorsque leur tour est arrivé. Pour traiter le code du logiciel, les interpréteurs utilisent leur propre bibliothèque interne. Lorsqu'une ligne de code source est convertie dans les commandes lisibles par la machine correspondante, elle est directement transmise au processeur. Le processus de conversion est uniquement achevé lorsque l'ensemble du code a été interprété. Il n'est interrompu que si une erreur survient pendant le traitement, chose qui simplifie considérablement la gestion des erreurs, car la ligne de code posant un problème est immédiatement identifiée lorsque l'erreur survient. Si je fais une comparaison, c'est comme la maîtresse avec une classe, si elle doit classer tout le monde par ordre de taille. Vous avez jamais été classé, vous, par ordre de taille? Et qui est en mode, ok, on va gérer gamin par gamin, et s'il y a un bug, t'as un élève de 4e au milieu d'une classe de primaire, l'interpréteur, il dit, les gars, moi, je peux pas bosser comme ça. Et il identifie. C'est ça? Pour moi, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, je le lis comme ça. T'es pas sûr? Tu sais pas? Oui. Tu peux pas demander deux choses en même temps. Et le modo est en plein milieu d'un truc où ça tire de partout. Alors. En plus, c'est pas si complexe. Déjà, là, j'arrive à ce qu'il me récupère les récompenses de chaîne à partir d'une base de données que j'ai réalisée. Oh! Ce qui va me manquer maintenant, c'est de permettre aux gens d'écrire la base. C'est trop cool, ça. PS, non seulement récupérer la récompense, mais aussi faire une cation, aussi définie dans la BDD. C'est la fin de la phrase. Cation derrière est définie dans la BDD, ça ne me parle pas. Action. Ah, d'accord. Ça va, j'essaye de lire, je lis de loin. Pour moi, l'interpréteur, c'est très clair. On va voir avec le compilateur. BDD, base de données. Oh, ok. Qu'est-ce qu'un compilateur? Un compilateur est un programme informatique qui traduit l'ensemble du code source d'un projet logiciel en code machine avant son exécution. C'est uniquement après cette traduction que le projet sera exécuté par le processeur qui dispose de toutes les instructions sous forme de code machine avant le début du projet. De cette façon, le processeur a à disposition tous les éléments nécessaires pour exécuter le logiciel en question, traiter les données et générer le résultat. Dans de nombreux cas, une étape intermédiaire décisive a toutefois lieu pendant le processus de compilation, avant la traduction définitive du code machine. La plupart des compilations convertissent en effet leur code source en code intermédiaire. Ah, attendez. Il y a beaucoup de notions, et j'ai lu beaucoup trop vite, et du coup, c'était difficilement compréhensible. Le compilateur, c'est un programme informatique qui traduit, ok, le code source d'un projet logiciel en code machine avant son exécution. Ok. C'est uniquement après cette traduction que le projet sera exécuté par le processeur, qui dispose de toutes les instructions sous forme de code machine avant le début du projet. De cette façon, le processeur a à disposition tous les éléments nécessaires pour exécuter le logiciel en question, traiter les données
et générer le résultat. Dans de nombreux cas, une étape intermédiaire décisive a toutefois lieu pendant le processus de compilation. Avant la traduction définitive en code machine, la plupart des compilateurs convertissent en effet le code source en code intermédiaire, ce qu'on appelle le code objet, c'est la petite parenthèse, qui est souvent adapté à différentes plateformes et peut être utilisé par un interpréteur. Lors de la génération du code, les compilateurs définissent l'ordre dans lequel les instructions seront transmises au processeur. Si les instructions ne sont pas interdépendantes, le compilateur peut même traiter les instructions en parallèle. Le compilateur, il va tout traiter avant que ce soit envoyé au processeur, là où l'interpréteur va traiter ligne de code par ligne de code. Est-ce que tu as entendu, toi, ce que je viens de dire ou pas du tout? Très bien, ok. Et donc, du coup, j'ai des notes. Compilateur vs interpréteur, aperçu des différences sous forme de tableau. Ah, ça me plaît. Donc, il y a différents moments. Le moment de la traduction du code source. Pour l'interpréteur, on est pendant le fonctionnement du logiciel et pour les compilateurs, c'est avant l'exécution du logiciel. La méthode de traduction, ligne par ligne, et compilateur, toujours l'ensemble du code. L'affichage des erreurs de code, l'interpréteur après chaque ligne, le compilateur de façon groupée à la fin de la compilation. La vitesse de traduction, pour l'interpréteur élevée, pour le compilateur faible. En efficacité, l'interpréteur il est faible, mais le compilateur il est élevé. En effort de développement, l'interpréteur est faible et le compilateur élevé. Et au niveau des langages, interpréteur PHP, Perl, Python, Ruby et Basic. Et pour les compilateurs, C, C++ et Pascal. Les différences entre les compilateurs et les interpréteurs nous indiquent également les points forts et les points faibles de chaque solution en ce qui concerne la traduction du code de programme. Les programmes interprétés sont exécutables immédiatement et bénéficient d'un lancement nettement plus rapide. Par ailleurs, le développement est nettement plus simple que pour une application compilée, car le processus de débogage, c'est-à-dire la correction des erreurs, fonctionne de la même façon que la traduction, à savoir ligne par ligne. Dans le cas d'un logiciel compilé, il est tout d'abord nécessaire de convertir l'intégralité du code avant de pouvoir corriger les erreurs ou de lancer l'application. Cependant, une fois le programme lancé, le compilateur n'est plus nécessaire, alors qu'un interpréteur utilise toujours de la puissance de calcul. Il y a des points positifs et des points négatifs, je pense, pour les deux, de ce que je comprends. Là où c'est un peu chiant pour le compilateur parce qu'il va tout analyser, il va tout donner, et s'il y a un bug, tu dois attendre qu'il doit tout analyser et qu'il te dise là on a un problème. Là où l'interpréteur il va dire ok j'analyse ligne par ligne, on va regarder, ok c'est cool, mais dans un sens l'interpréteur va tout le temps utiliser de la puissance de calcul, là où le compilateur le fait qu'une seule fois. Je pense qu'on est pas mal. Ça a l'air pas mal. C'est pas mal. Oh la vache. Solution hybride entre le compilateur et l'interpréteur, le compilateur à la volée. Déjà rien que le nom. Ça s'appelle le compilateur Just in Time. Juste attends. Il existe par ailleurs une solution hybride qui permet de parer aux points faibles de ces deux solutions, compilateur Just in Time et compilateur à la volée. Ce type de compilateur particulier rompt avec l'approche traditionnelle du compilateur et traduit le code du programme pendant que le fonctionnement à l'instar d'un interpréteur. De cette façon, la vitesse d'exécution élevée est complétée par un processus de développement simplifié. L'exemple le plus connu de langage basé sur le principe de la compilation à la volée, c'est Java. En tant que composant de l'environnement d'exécution Java JRE. Un tel compilateur à la volée permet d'améliorer la performance des applications Java en convertissant le code binaire généré précédemment en code machine au moment de l'exécution. Je crois qu'il faut que je relise un petit peu ce que c'est ce type de compilateur. Alors,
Ce type de compilateur particulier rompt avec l'approche traditionnelle du compilateur et traduit le code de programme pendant le fonctionnement, à l'instar d'un interpréteur. De cette façon, la vitesse d'exécution élevée, permise par le compilateur, est complétée par un processus de développement simplifié. Ok, ça j'ai compris. Ok, ça chauffe fort. Interpréteur et compilation. Ok, ça c'est clair. C'est clair pour vous ou pas? Moi, ça l'est. À quel niveau on a besoin d'un interpréteur ou d'un compilateur? Pour moi, c'est les hauts niveaux. Mais du coup, est-ce que C et C++ en ont besoin? Si on dit que c'est des langages informatiques intermédiaires. On a besoin d'un compilateur ou d'un interpréteur au niveau de l'interface entre le langage de haut niveau et le langage machine. Alors, apparemment à partir de C. Ok, j'ai le site d'IBM qui me dit que c'est un compilateur. Est-ce que j'aurai plus de précision? Alors, ou on est sur l'optimisation des compilateurs, je crois que ça va trop loin. Donc on est bon là. Tac. Allez, parfait. Compilateur, interpréteur. Non, je pense qu'on est pas mal. Ok. Je crois qu'on est bien sur cette partie-là. Sur le langage informatique. Hier, on avait vu le système d'exploitation. Là, on a vu les différents niveaux de langage. C'est intéressant, mais c'est compliqué, le codage quand même. Je pense que c'est compliqué à faire. Je pense qu'à comprendre, tu vois, ces lives, ils sont là pour ça, pour comprendre de manière assez simple. C'est, tu vois, par exemple, ma problématique que j'ai sur la compréhension de la physique. Ce qu'on disait avec le modo, c'est que je n'ai pas besoin de moi savoir faire les calculs de maths. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est que quelqu'un sait les faire, les a fait, que ça a été vérifié et que tout est OK. J'ai besoin de comprendre, entre guillemets, la logique. Tu vois, là, j'ai pas envie d'apprendre à coder, j'ai envie de savoir ce que ça veut dire, à quoi ça sert et pourquoi c'est utilisé. Un petit peu euh, comme un maçon où il parlerait de son taf, tu sais de quoi ça parle, est-ce que tu serais capable de le faire? Bah, pas du tout, absolument pas. Et voilà, c'est un petit peu ça en fait que j'essaye de comprendre. Et tu as encore un autre type de langage qui ne sont pas des langages de programmation, mais des descriptions d'accords HTML, CSS, et qu'on appelle un parseur. Est-ce que ça va bien plus loin? Ce que j'aime bien, c'est de comprendre en fait que le codage, ça va te permettre en fait de communiquer justement avec la machine, avec le processeur. Le processeur, en fait, c'est lui qui va tout gérer et de savoir qu'il y a différents de niveaux de langage informatique et tu vas pas communiquer de la même manière et que certains vont avoir besoin. Tu vois, l'assembleur, c'est vraiment celui qui est juste après le langage machine, c'est lui qui communique avec le processeur. Et on a appris hier que lui, il permettait en fait d'être vraiment dans de l'optimisation de machines, de processeurs. Il peut travailler la mémoire, il peut travailler le processeur, c'est ultra méga précis. Et à l'inverse, tu vas avoir des langages qui vont être de haut niveau ou de niveau intermédiaire qui vont avoir besoin d'interpréteurs ou de compilateurs, que ça ne s'utilise pas de la même manière. Et je trouve ça trop cool. Je saurais pas, moi, par exemple, te reconnaître
les différents, tu me donnes un truc, je saurais même pas, je pense pas reconnaître, tu vois, une ligne de code. Par contre, je sais que c'est du binaire, c'est du 0 et c'est du 1. Après, je me doute bien que s'il y a autre chose qui est écrit sur du 0 et du 1, on n'est pas sur du binaire. Mais au-delà de ça, je saurais pas le reconnaître, mais je sais qu'il y a différents niveaux. Tu vois, petit à petit, je fais mes connaissances, et si j'ai envie de creuser à un endroit, eh ben, je pourrais creuser à cet endroit-là. Et je trouve ça assez cool comme chemin d'accès. Demain, petite évaluation. On te fait coder en binaire. L'assembleur, c'est trop facile. Et déjà, moi, ça fait un an maintenant que je stream, un tout petit peu plus d'un an. J'ai commencé au mois de juillet de l'année dernière. Ça fait un petit peu plus d'un an que je stream, donc je stream régulièrement. Je stream quand même, je pense, 5 fois par semaine. Là, un petit peu plus parce que c'est les vacances. Ça fait 2 semaines, peut-être un tout petit peu plus de 2 semaines, qu'on a lancé le On se couchera moins con. Et on en est à parler de codage. Et je trouve ça génial. Et il y a 2 semaines, on était parti sur Thalès. Il a frotté de l'ambre sur une peau de bête et il a fait de l'électricité statique. Donc moi, j'ai appris plein de trucs. Forcément, mon cerveau il est en train de cramer le truc. Il est en surchauffe, il en peut plus. Mais je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça trop cool. J'apprends trop de trucs. Et du coup, c'est trop bien. Et ça, je sais qu'il va falloir que je le dise. Alors, évidemment, on va parler de plein de trucs, mais plein d'autres sujets et plein de trucs comme ça. Mais ça ouvre la voie. Tu vois, j'ai toujours essayé de comprendre comment fonctionnait un ordinateur. Je sais qu'on va rentrer dans plein d'autres trucs sur le fonctionnement d'Internet. Je sais qu'il y a plein de trucs, tu vois. Là, je survole, entre guillemets, certains trucs. Et, mais plus ça va et plus j'ai des compétences et plus j'ai des connaissances, ça vous permet aussi tu vois, d'affiner un petit peu. Et ouais, mais pour l'évaluation, c'est un peu... Ah, ça va être fun, hein. Si vous voulez, demain, on fait l'évaluation, mais alors, va falloir être là, hein. Le moto, il va me récupérer en PLS en mode... Et je savais pas, et j'ai confondu assembleur. Un petit coup de main. Non, mais déjà, je pense avoir pas dit trop de dingueries. De toute façon, le chat et le modo m'auraient récupéré si j'avais dit des grosses dingueries par rapport à ça. L'avantage aussi, c'est que je cite toutes mes sources. ChatGPT, je l'utilise que quand je n'arrive pas à trouver l'information. Souvent sur des petites précisions et des petites questions techniques, j'essaye de toujours trouver d'autres trucs. Geekatory qui est pas là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu sur le live. M'a expliqué pourquoi je pouvais me réconcilier avec Wikipédia aussi. Et que moi-même, j'ai jamais fait d'assembleur. En fait, le métier, c'est là où il faudrait que je pose des questions par rapport au métier. C'est qu'en fait, ton métier, tu vas avoir des compétences en fait sur de certains types de langages informatiques. Et en gros, tu peux dire, bah moi, je sais bosser avec tel type de code, je connais tout sur ce type-là. Par contre, l'autre, j'y connais rien. C'est ça, en gros? Parce qu'en fait, il y en a trop, c'est trop vaste. Tu peux voir à peu près à quoi ça ressemble, mais il y en a avec lequel tu es plus à l'aise et d'autres avec lequel tu es moins à l'aise. Il y a des modes dans les codages ou pas? Est-ce qu'il y a une mode en disant, bah, pendant 10 ans, on a utilisé que celui-là et puis on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un langage de merde et que ça nous amenait que des problèmes? Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ok. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Genre, moi, j'ai envie d'être spécialisée là-dedans, c'est ça qui me plaît. Ou en gros, t'es dépendant un petit peu de qui te donne la thune. Dommage, j'aurais eu 20 sur 20, les doigts dans le nez. Ouais, c'est. Parce que là, je viens juste de baisser la tête et je vois langage interprété, langage compilé, langage intermédiaire. Ça, c'est des choses qu'il faudra que je creuse un petit peu plus tard. Mais là, le cerveau, il est en mode déjà, digère l'information que tu as. J'ai réussi à synthétiser entre hier et aujourd'hui. Demain, on va se papoter d'autres choses, histoire que ça fasse des pauses et que moi, je puisse assimiler. Et puis, on va retourner un petit peu sur l'histoire des sciences. Je trouve ça assez cool. Ça dépend de ce que tu as appris, que ce soit par tes formations ou par toi-même. Effectivement.
effectivement. Alors, j'ai peut-être une question un peu débile pour le chat, mais quand on voit la lenteur d'évolution du système éducatif français, quand on a besoin de se mettre à jour sur certaines notions, comment c'est possible d'avoir des études qui arrivent à suivre la vitesse de l'informatique, qui est un secteur où ça bouge extrêmement vite? Comment tu peux faire? Est-ce qu'il y a des études qui vont vraiment se mettre à jour sur ok, bon, en fait, ça évolue tellement vite que là, on libère un petit peu les vannes et on laisse les profs gérer. Comment tu fais pour... Parce qu'on a tous connu dans nos études la Martine, 42 ans et 30 ans, qu'elle utilise le même polycopier, photocopier, puis re-sur-photocopier et re-sur-photocopier. Et donc, du coup, je me pose la question, comment tu fais quand tu as des études dans l'informatique? Comment tu fais pour rester et de pas être obsolète, en fait? Pour garder un truc de qualité, ouais, enfin, ouais, pour moi, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Je pense que j'ai 1 milliard de questions sur le métier de programmeur. Je pense qu'il va falloir que je creuse à ce niveau-là. Ok, ok. Quelle heure il est? Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. En vrai, ça nous aura fait un petit live. Comme ça, je vais récupérer le modo et puis on va aller au frais. Salut Toubab. Dans l'informatique, c'est obligatoire d'apprendre continuellement. Je pense... Alors, j'allais dire, je pense dans toutes les disciplines. Non, pas forcément. Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que la nécessité dans l'informatique, c'est de l'absolue nécessité. Sinon, tu te fais vite dépasser. Après, parfois, ça s'adapte. Moi, j'ai appris du Pascal à l'école, mais après mon cursus, on m'a formé au COBOL. Et là, pour ce qu'on fait, on nous a formés au Java. Oh, ok, c'est comme des formations internes. Probablement se tenir constamment informé avec l'actualité du milieu. Je comprends. Je comprends avec les cités dans le processus privé dans une entreprise, en fait, dans le cadre de ton travail, c'est possible que ce soit des formations en interne. Ok, ah, c'est possible. C'est vrai que j'y avais pas pensé. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et en vrai, c'est cool de connaître ça. Ouais, et ben c'est trop bien. Après, il y a des points communs entre tous les langages. Dans tout, tu as des fonctions, par exemple, des variables aussi. Et est-ce que c'est un métier où tu vas avoir des personnes qui vont être hyper spécialisées, t'en avais d'autres qui vont pas être super spécialisées, mais qui vont être d'excellents exécutants. C'est pas du tout méchant quand je dis ça. Tu vois, c'est pas réducteur quand je dis qu'une personne peut être un très bon exécutant. Je pense que ouais, il doit y avoir ça dans tous les métiers. Là, je suis en train de réfléchir. Ça y est, on est parti pour 4 heures. Oui, il y a des experts. Il y a des experts et Ok. Ah, tout à fait. Oui, il y a plein de profils qui sont... Mais c'est trop cool, c'est super intéressant. Non, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Pas de souci. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là. On va se laisser là. Ce soir, le live sera sur Expédition 33 où on termine, donc fin d'après-midi. Et demain, on se couchera moins con et on sera sur un autre type de sujet. Comme ça, on se laisse un petit peu et ça va être cool. Et je te parlais de front et de back. Ah oui, c'est vrai, tout à l'heure. Ça aussi, tu peux être plus spécialisé d'un côté et de l'autre. Oui, c'est ce que tu avais mis dans le... entre ce qui est visible et ce qui se fait, entre guillemets, en tâche de fond. En très simplifié. Je vais revenir dessus, hein, c'est évident, c'est juste que là, en fait, les notions, euh, elles sont tellement complexes et nouvelles pour moi à interpréter qu'il me faut le temps de digestion. Allez, nickel. Ok, et ben c'est trop bien, c'est trop cool. Et bien écoutez, je vais voir, attendez, chez qui je vous envoie? Attendez, est-ce qu'on a Vince en live ou pas? On a qui? Non. Ah mais non, mais il disait qu'il était pas en live. Bon, demain on balancera chez Vince. Enfin si, il est en live.
Qu'est-ce qu'on a? Qui en a d'autres? Est-ce que vous voulez nous faire découvrir quelqu'un? Ah bah attends, on a Rage. Bah écoute, on va envoyer chez Rage. Hop. Rage, c'est on papote et elle est sur quoi? Attends, elle est sur du Valo, peut-être pas. Ouais, peut-être pas du Valo. Je vais peut-être pas vous envoyer sur un. Je l'adore, Rage. Je vais peut-être pas vous envoyer sur du Valo. On va aller sur un truc un petit peu plus chill, un peu plus doux quand même. Coucou Nemania. Merci à tous. Aussi intéressant qu'il y a. Oh, c'est trop cool. Trop bien. Elles sont déjà spécifiques à un domaine de la faune. D'accord. Attendez. Et ben vous savez quoi, je vous envoie chez Isayaya. Ok? Isayaya, il fait son autostop vers le haut du nord du monde. Attends, c'est qui? Yux? Attends, c'est qui? Mais il a trop de U lui aussi. Yux. Ah ouais, pourquoi pas? Allez, on va aller chez lui. Je vais voir si je peux. Alors attends, est-ce que je peux d'ici? N'oubliez pas. Faut que j'aille là-dessus, faut que j'aille sur ma vue modérateur. Hop, alors. C'est là-dessus. Non, c'est... Oh là. Ok, je vais le faire depuis mon téléphone. Ça se passe toujours mieux depuis mon téléphone. Comme ça, je vais pouvoir suivre un petit peu. Et voir si je peux lui envoyer. Attends, il y a combien de U? Il y en a 3. Allez, et bah écoutez, ça a l'air bon. Je vous souhaite à tous une bonne journée ce soir pour Expédition 33. N'hésitez pas à follow la chaîne si ça vous plaît. Et faites coucou, coucou sur le raid. Et puis on va découvrir ensemble aussi. Et merci pour l'info et d'avoir fait découvrir cette personne. Merci Karamazov. Oh vous avez un bout de pomme de terre sur la joue. Merci pour le follow. Bon après-midi à tous. Alors, on clique sur lancer le raid. Ça va se faire dans 8 secondes. Merci beaucoup. On est à 2 followers des 500. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, passez une très bonne journée et je vous envoie en raid.